Aujourd'hui, on parle du bank run qui a mené à la faillite de la banque californienne Silicon Valley Bank ou SVB. Encore des crypto-doutes qu'on fait n'importe quoi, hein. Non, alors SVB était la banque de pas mal de startups de la Silicon Valley, mais elle ne touchait pas vraiment aux cryptos. Ce qui l'a planté, c'est la hausse des taux d'intérêt et la forte concentration de ses clients dans un seul secteur. Ah bon? Mais pourtant, je croyais que... C'est Silvergate et Signature Bank qui, elles, tripotaient de la crypto et qui ont aussi fait faillite quasiment en même temps que SVB. Mais au final, ce qui est arrivé à ces trois banques est très similaire et ça n'a pas réellement de lien avec les cryptos. En fait, comme je te l'ai dit, c'est plutôt le combo remontée des taux plus concentration des clients dans le même secteur. Ah, il y a 3 banques américaines qui ont fait faillite là? Ouais. En même temps? Oui, à quelques jours d'intervalle. Ah d'accord. Ah donc ça y est, on est reparti, la crise des subprimes est de retour, quoi. Faut commencer à paniquer. Eh ben, c'est compliqué. Je pense pas qu'il faille paniquer. Aucune de ces trois banques n'était Lehman Brothers. Mais c'est vrai que la situation est quand même particulière. Faut notamment surveiller la réaction des autorités américaines. Et aussi ce qui va se passer en Europe. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur SVB, mais en fonction de l'évolution des choses, on sera peut-être amené à refaire des vidéos sur l'actu. Ok. Donc aujourd'hui, c'est faillite de SVB. Faillite pour cause de bank run, oui. Les clients retirent en masse leurs billes de la banque, elle n'arrive pas à suivre, le gouvernement américain en prend le contrôle pour la liquider. Bon, bah c'est parti pour la petite histoire alors. Alors, SVB est une banque de dépôt américaine spécialisée dans l'accompagnement des startups de la Silicon Valley. L'ordre de grandeur de sa taille, c'est 200 milliards de dollars, 10 fois plus petit que des banques géantes façon JP Morgan ou même BNP Paribas. Cette banque a une présence internationale, en Israël, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande, en Chine, au Danemark, en Suède... En France? Non, pas en France. Mais ça reste tout petit, donc essentiellement une banque US. Ensuite, cette banque n'est pas une banque d'investissement de Wall Street qui tripotait des produits financiers complexes comme le faisait Lehman Brothers. Lehman, qui au passage était une banque à 600 milliards, donc 3 fois plus grosse. Pourtant, j'ai entendu parler de produits financiers avec SVB, moi. Oui, mais des produits financiers simples, je vais y arriver. SVB est essentiellement une banque d'entreprise. Voici un petit tableau qui te montre la répartition des clients de la banque. Un peu plus de 100 000 particuliers avec en moyenne 45 000 $ sur leur compte, contre 37 000 entreprises avec en moyenne 4 millions de dollars sur leur compte. Sur les 160 milliards de dépôts stockés chez SVB fin 2022, 4,8 milliards appartiennent à ces 100 000 particuliers, tandis que tout le reste, 158 milliards, appartiennent à des entreprises. Cette situation de concentration des dépôts est problématique. En effet, en cas de faillite, les clients d'une banque de dépôt comme SVB sont protégés à hauteur de 250 000 $ par une institution gouvernementale nommée FDIC. On a le même genre de système chez nous, sauf que le montant est à 100 000 €. Ok, je vois. Tous les particuliers sont protégés, par contre les entreprises risquent de tout perdre. Pas forcément de tout perdre. Il aurait théoriquement fallu attendre que les possessions de la banque soient vendues pour, en fonction du prix de vente obtenu, récupérer tout ou partie de leurs dépôts. Le problème, c'est que SVB, comme Signature Bank d'ailleurs, avait près de 90% de ses dépôts au-dessus du seuil de 250 000 $. Pour comparaison, une banque comme Bank of America ou JP Morgan ont respectivement 47 et 51% de leurs dépôts non assurés. Donc quoi? Beaucoup de dépôts au-dessus du seuil d'assurance, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire clients qui paniquent plus facilement parce qu'ils savent que leurs dépôts ne sont pas complètement assurés. Ah, c'est pas bon ça. Avec deux banques moyennes au tapis et afin d'éviter que la panique se propage davantage, les autorités américaines ont décidé d'assurer l'ensemble des dépôts de ces deux banques, même au-dessus de 250 000 $ donc. Un autre élément qui a sûrement pesé dans la balance, c'est que les entreprises clientes de SVB, principalement actives dans le domaine de la tech, connaissent un ralentissement de leur activité depuis 2022. Très certainement que les autorités ont voulu préserver des entreprises perçues comme pionnières. Ouais. Ça m'étonnerait pas non plus que les gars de la tech soient bien connectés politiquement, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas impossible, effectivement. On s'est également rendu compte que certaines entreprises clientes de SVB étaient spécialisées dans le versement des salaires d'autres entreprises. Des entreprises qui paient les salaires d'autres entreprises? Oui, ça évite à certaines boîtes d'avoir en interne un département versement des salaires. Tu laisses un prestataire le faire pour toi. Ah ouais. Ah ouais, donc si les boîtes qui versent les salaires peuvent plus rien payer... On a plein d'entreprises partout qui peuvent plus payer les salaires. Voilà donc les différentes raisons qui font que pour SVB et pour Signature Bank, tous les dépôts sont garantis même au-dessus de 250 000 $. Tous les clients de ces banques vont être indemnisés à 100%. C'est marrant quand même, hein. Au pays du capitalisme, c'est la méthode de la privatisation des profits et de la nationalisation des pertes qui prime.
Alors, d'abord, dans le cas de SVB, on y reviendra plus loin, c'est pas certain qu'il y ait tant de pertes que ça à éponger. Mais surtout, on ne peut pas parler de nationalisation des pertes. Les actionnaires de ces banques vont très probablement tout perdre. Ça va dépendre de la valeur de la liquidation des actifs. Mais clairement, seuls les déposants sont assurés de tout récupérer. Les autorités américaines n'ont pas sauvé les banques. Elles ont sauvé les clients des banques, les épargnants. La FDIC ne fait que garantir les dépôts. Elle protège les clients de la banque qui y ont un compte. Elle ne protège ni les actionnaires, ni les créanciers. Ah, oui, c'est mieux. Cette décision de protéger les clients 250 000 $ et plus fait néanmoins couler beaucoup d'encre. Certains écrivent que si la vente des actifs de SVB ne suffit pas à indemniser les clients de la banque, alors le gouvernement devra payer de sa poche. Quid d'un gouvernement qui paie pour de riches startups californiennes dont les comptes sont remplis à craquer? Après tout, pourquoi ces entreprises n'ont-elles pas mieux géré leurs fonds? Elles sont supposées savoir que l'assurance gouvernementale se limite à 250 000 $. Elles sont supposées avoir un département financier qui s'occupe de ces questions. Elles auraient dû investir les dollars qui faisaient dépasser ce seuil dans des produits financiers spécialement conçus pour la gestion de la trésorerie des entreprises. Pourquoi le gouvernement américain se porte-t-il garant de start-up mal gérées ou mal conseillées? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de corruption derrière tout ça? Comme tu l'as toi-même déjà évoqué, des financiers appelés VCs, bien connectés politiquement, trouvent des fonds pour des startups de la Silicon Valley, celles-ci placent leurs billes chez SVB sans faire attention, la banque est mal gérée, elle fait faillite, et voilà que soudain les startups et leurs dépôts supérieurs à 250 000 $ sont protégés par le gouvernement? Ah ouais, j'avoue carrément. À mon avis, cette critique rate sa cible. D'abord, on le verra, il semble peu probable que le gouvernement ait quoi que ce soit à payer dans cette affaire. SVB est en liquidation, certes, mais les actifs financiers de cette banque sont sains. La revente devrait pouvoir se faire sans problème. Ensuite, l'action de garantir les dépôts de tout le monde, alors que Signature Bank subit un bank run 2 jours après SVB, semble quand même aller dans le sens d'une volonté de stopper net une panique qui démarre. Donc pour toi, il n'y a rien de louche dans ce qui s'est passé là. SVB était bien géré, on se demande pourquoi elle a fait faillite du coup, et le gouvernement US a bien réagi. J'ai pas dit ça. SVB a mal géré la remontée des taux. On va détailler ça juste après. Également, son PDG, Greg Baker, a fait du lobby en 2015 pour que la régulation bancaire américaine soit plus souple envers sa banque. En gros, d'après une loi appelée Dodd-Frank, votée suite à la crise de 2008, il existait un seuil à 50 milliards qui, pour les banques qui le dépassaient, déclenchait des audits plus fréquents, des stress tests et de plus gros investissements de la part des actionnaires. Bref, des trucs qui peuvent limiter les gros profits et les grosses primes des dirigeants. Grâce notamment au lobbying de Baker, ce seuil de 50 milliards a été relevé à 250 milliards. Et SVB était en dessous de ce seuil au moment où elle a cessé son activité. Petite cerise sur le gâteau, Baker a vendu pour 3,6 millions de dollars d'actions SVB 2 semaines avant la faillite de la banque. Eh ben, c'est du propre. Tout est loin d'être blanc ou noir dans cette histoire. On sait notamment que la banque est restée 8 mois entre avril 2022 et janvier 2023, c'est-à-dire pile quand ça commençait à aller mal, on va le voir, sans Chief Risk Officer, sans directeur ou directrice des risques financiers. Ah ouais, non mais là, ils ont fait n'importe quoi. Cela dit, attention à pas non plus grossir le trait. SVB n'était pas une banque si mal gérée que ça. Ce qui lui est arrivé, à mon sens, c'est un mélange de mauvaise gestion, certes, notamment cette volonté de vouloir être la banque des startups, concentration du risque dans un seul secteur, pas idéal du tout, mais il y a aussi des décisions ahurissantes de la part de ses clients, le tout dans un contexte de système financier complètement mal foutu. Ok. Alors vas-y, raconte, il s'est passé quoi du coup? Ok, commençons par un exemple simple pour bien saisir ce qui s'est joué. Les banques ne prêtent pas, jamais, les dépôts des clients. Les banques n'utilisent pas non plus les dépôts des clients pour acheter des produits financiers. Jamais. C'est faux, 100% faux, non. Ok. Non mais c'est parce que je vois toujours plein de vidéos ou de tweets, je sais bien que c'est compliqué, sûrement que les gens veulent bien faire, ils essayent de simplifier, mais après, si on raconte ça, on s'embrouille et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe vraiment. Ok, mais vas-y, alors explique-nous. Donc, les crédits font les dépôts. Faut toujours partir de ça. Et aussi, la monnaie n'est pas composée de pièces et de billets. Je sais bien que la monnaie physique existe, mais elle est largement minoritaire. On ne peut pas comprendre le système monétaire actuel si on se représente la monnaie comme quelque chose qui se stocke dans un coffre-fort. La monnaie, ce sont des lignes de code dans des serveurs. La monnaie, ce sont des fichiers Excel avec des noms de clients et des chiffres en face. Ok.
Ouais. Ouais, c'est vrai que quand on dit monnaie, on imagine tout de suite Picsou qui plonge dans sa piscine remplie d'or et de billets, quoi. Voilà, il faut arrêter de faire ça. Donc, petit exemple. Michel demande un crédit de 100 $ à sa banque, Bank of America. La banque accepte, 100 $ apparaissent sur le compte de Michel. Création monétaire. Qui n'a rien de magique, hein. Bank of America a un genre de fichier Excel avec une case marquée compte de Michel, elle a simplement rajouté 100 dedans. En revanche, une banque ne crée pas de monnaie sans une contrepartie. Certes, Michel est tout content d'avoir 100 nouveaux dollars sur son compte, mais Bank of America possède désormais une créance sur Michel. Il doit rembourser les 100 plus payer un intérêt. La création monétaire telle qu'elle fonctionne actuellement a toujours besoin d'une contrepartie. Sans la contrepartie, il n'y a plus rien qui tourne correctement. Ok, je suis pas sûr de saisir le sens de ton histoire de contrepartie là. Poursuivons l'exemple et tu vas comprendre. Attends un instant, ça veut dire quoi créance? Ah oui, important de comprendre ça, ok. Michel a un crédit de 100 $ à rembourser. Bank of America possède une créance sur Michel. Dans une relation de dette, il y a toujours le côté crédit, celui ou celle qui emprunte, et le côté créance, celui ou celle qui se fait rembourser. Ah, un peu comme acheteur-vendeur en fait. Une transaction ne fonctionne que si on a un acheteur en face d'un vendeur. Pour la dette, c'est pareil, il faut un crédit en face de la créance. Oui, si tu veux, l'un n'existe pas sans l'autre. Ok, compris. Ouais, tu peux continuer. Bon, Michel dépense ses 100 $ dans le magasin de Christiane, qui elle-même possède un compte chez Bank of America. On efface les 100 $ dans la case compte de Michel et on ajoute 100 dans celle compte de Christiane. Aucun souci, Bank of America possède toujours la contrepartie de la monnaie, la créance sur Michel. Donc la monnaie peut circuler. Ouais, ok. Maintenant, Christiane veut investir dans une start-up qui a un compte chez SVB. Elle veut financer cette entreprise. Donc, on supprime les 100 $ du compte de Christiane et on rajoute 100 dans la case compte de la start-up. Sauf que, problème de contrepartie, la monnaie ne peut exister que s'il y a une contrepartie. Eh ben, elle est là la contrepartie, la créance sur Michel. Oui, mais elle est au mauvais endroit. La monnaie existe chez SVB maintenant, donc la contrepartie doit être aussi chez elle. Ah. Donc faut transférer la créance de Michel chez SVB? Genre Michel doit rembourser SVB maintenant? Non, ce serait trop compliqué. En plus, SVB n'a pas à subir le risque de non-remboursement de Michel, alors que c'est Bank of America qui a choisi de créer la monnaie pour lui. Non, Bank of America doit trouver une contrepartie qui vaut 100 $ et la transmettre à SVB. Donc je te le fais rapidement, sans tenir compte des histoires de collatéral, tu peux aller voir cette vidéo sur le shadow banking si tu veux un truc plus précis. Bank of America emprunte 100 en monnaie centrale auprès de la Fed, la banque centrale US, et elle envoie ça à SVB. La Fed est la banque US ultime, elle ne peut pas faire faillite, la loi oblige les banques américaines à utiliser la monnaie électronique de la Fed. Donc cette contrepartie en monnaie centrale est acceptée par SVB. On se retrouve avec une contrepartie en face de la créance de Michel, le crédit de 100 auprès de la Fed, et une contrepartie en face de la monnaie de la start-up, la monnaie centrale. Tout est OK, la circulation de la monnaie entre les banques dépend donc de la capacité de ces dernières à trouver de la monnaie centrale. Ah, ok. Et SVB va garder cette monnaie centrale jusqu'à ce que les 100 $ s'en aillent vers une autre banque. C'est une option, mais on va voir que justement, SVB n'a pas fait ça. Truc important à retenir, la monnaie centrale, qui est la contrepartie de la circulation de la monnaie normale, n'est pas utilisable par nous, pauvres pêcheurs. Pour pouvoir utiliser cette monnaie centrale, il faut un compte à la Fed ou à la banque centrale du pays en question, ce que seules les banques ont. Ni les particuliers, ni même les grandes multinationales n'ont de compte dans les banques centrales. C'est un truc réservé aux banques. Ok, j'ai compris. Enfin, je crois que j'ai compris. Bon, alors, allons-y pour le déroulé des événements. SVB a vu des dépôts arriver en masse dans sa banque au moment du Covid en 2020 et 2021. On le voit sur ce graphique, les dépôts de la banque sont passés de 60 à 200 milliards en 2 ans. Mais ceux-ci ne sont que peu liés à la planche à billets Excel de SVB. Toujours cette règle d'or, les crédits font les dépôts. Si SVB gagne 140 milliards de dépôts, peut-être qu'elle les a tout simplement fabriqués. Peut-être qu'elle a fait crédit à hauteur de 140 milliards sur la période. Sauf que non, les crédits réalisés par SVB sont passés de 30 à 60 milliards. Donc attends, sur les 140 milliards de dépôts en plus, il y en a 110 milliards qui sont pas liés à SVB, qui fait tourner sa propre planche à billets. C'est ça. Ce sont donc d'autres banques qui ont fait tourner leur planche à billets Excel à elles, et les dépôts créés suite à ça ont fini par atterrir chez SVB.
Ah, bah, comme dans l'exemple avec Christiane qui finance sa start-up là. C'est ça. Comme on l'a vu, quand les dépôts venus d'ailleurs arrivent dans une banque, les autres banques sont obligées d'envoyer de la monnaie centrale en contrepartie. Dit autrement, le compte de SVB à la Fed a été crédité de 110 milliards de dollars entre début 2020 et début 2022. On peut voir sur ce graphique l'arrivée de la monnaie centrale, trimestre après trimestre, en 2020 et 2021. Le truc, c'est que cette monnaie centrale ne rapporte rien. À cette époque, les taux d'intérêt sont à 0%. Pour SVB, comme pour toutes les autres banques qui sont dans ce cas-là, garder de la monnaie centrale sur un compte à la Fed, ça rapporte absolument rien. Ok, mais les dépôts des clients, ils coûtent rien non plus. C'est pas comme si les comptes courants étaient rémunérés. C'est vrai, mais 110 milliards qui dorment sans rien faire, c'est quand même dommage. Posons donc le problème. Si jamais des dépôts devaient à l'avenir sortir de SVB pour s'en aller vers d'autres banques, il faudrait effectivement récupérer de la monnaie centrale. La grande question, c'est à quelle vitesse les dépôts risquent-ils de sortir de la banque? De combien de monnaie centrale SVB aura-t-elle besoin à ce moment-là? Ah, c'est là que tu te dis que c'est peut-être pas une bonne idée que tous tes clients soient du même secteur d'activité. Là, ils risquent d'avoir tous besoin de leur thune en même temps. Très bonne remarque, effectivement. Cela dit, faut-il pour autant considérer qu'ils retireront leurs 110 milliards d'un coup? Sûrement pas. Après tout, on le voit sur le graphique, les dépôts sont arrivés à la vitesse de 20 milliards max par trimestre. Voilà donc la solution retenue par la banque. Début 2020, SVB possède 10 milliards sur son compte à la Fed. Fin 2022, ce compte est crédité de 11 milliards de plus. Donc, sur 110 milliards, SVB en garde 11 sous la forme de monnaie centrale qui rapporte rien. C'est ça. Ensuite, la banque utilise une partie de la monnaie centrale pour agrandir un portefeuille de titres financiers appelé AFS, Available for Sale, disponible à la vente. Ce portefeuille est essentiellement composé de dettes émises par des institutions gouvernementales. Donc, avec ce portefeuille, au lieu de posséder de la monnaie centrale qui rapporte rien, SVB choisit d'avoir de la dette du gouvernement américain, de certains États américains, de certaines institutions soutenues par le gouvernement américain. Donc, a priori, pas trop de risque de ne pas retrouver sa mise de départ, non? A priori, ce genre de dette doit se faire rembourser sans aucun souci. Oui, tout à fait. À moins d'une attaque de zombies ou un truc du genre, aucun risque de non-remboursement de la part du gouvernement américain. Et puis, au moins, ça rapporte un peu, autour de 2% par an. SVB place 13 milliards de la centaine de milliards restants dans ce portefeuille AFS. Ok, ouais. Bon, ça laisse quand même 85 milliards pour faire n'importe quoi. Et c'est là que ça devient intéressant. SVB n'a pas fait n'importe quoi. Les 85 milliards restants ont servi à développer un autre portefeuille de titres financiers composé de dettes du gouvernement américain, de certains États américains et de certaines institutions soutenues par le gouvernement américain. C'est pareil que l'autre portefeuille, non? Oui, tout à fait. Exactement la même chose. Mais alors, quelle différence entre les deux? Eh bien, ce deuxième portefeuille s'appelle HTM, Held to Maturity, à conserver jusqu'au remboursement. Ouais. Je comprends pas là. Il y a un portefeuille dont la valeur va bouger avec le marché, AFS, et puis un autre, HTM, qui va conserver sa valeur de remboursement. Mais puisque de toute manière on parle de dette du gouvernement américain ou équivalent, qu'est-ce qui pourrait faire bouger la valeur de marché de machin aussi sûr que ça? Les taux d'intérêt. Comment ça? Il y a 2 ans, les taux d'intérêt les plus bas des États-Unis, ceux qui sont fixés par la Fed, étaient à 0%. Prêter 100 $ au gouvernement américain pour un remboursement dans un an te rapportait 0,05% seulement. Passer à un remboursement dans 2 ans permettait d'obtenir 0,15%. Et en passant à du 5 ans, on pouvait espérer toucher du 1% par an. Donc SVB a plutôt pris du 5 ans, quoi. Un peu de tout en fait, du 1 an, du 3 ans, du 5 ans, jusqu'à du 30 ans même. Mais effectivement, plutôt des maturités longues, oui. Bon, mais restons sur cet exemple d'une maturité à 5 ans. Du 5 ans en 2021, ça donne du 3 ans aujourd'hui. Prêt en 2021 pour remboursement en 2026, on est maintenant en 2023, ça fait remboursement dans 3 ans. Ouais, ok. Bon, mais aujourd'hui, les taux de la Fed, ils sont plus à 0%, ils sont à 4,5%. Donc quand le gouvernement américain émet une obligation pour un remboursement dans 3 ans, il paie 4,8%. Qu'est-ce que tu préfères? Un nouveau bon au trésor d'aujourd'hui qui rembourse 100 dans 3 ans et qui paie 4,8% d'intérêt? Ou un vieux machin qui date de 2021 qui rembourse aussi 100 dans 3 ans mais qui ne paie que 1% d'intérêt? Ah ouais, merde. Ah oui, je préfère le 4,8%, forcément. Comptablement, l'idée d'un portefeuille AFS,
c'est de garder des titres financiers prêts à être vendus à tout moment si les clients veulent envoyer leurs dépôts ailleurs. Donc il est logique que la valorisation de ce portefeuille se fasse à la valeur de marché. Valeur de marché qui, pour les titres à faible taux d'intérêt détenus par SVB, ne va pas dans le bon sens au fur et à mesure que les taux remontent en 2022 et en 2023. Donc SVB fait des pertes. Ce sont des pertes comptables uniquement, associées à une nouvelle norme de rendement. Mais il n'empêche que ce sont quand même des pertes. Attends, comment ça, des pertes comptables qui sont pas comme des vraies pertes, mais qui comptent dans les pertes quand même? Ok, prenons un exemple simple. En janvier, tu m'as prêté 100. Je vais te les rendre à la fin de l'année avec un intérêt de 1%. Donc tu possèdes une créance qui te donne le droit de toucher 101 à la fin de l'année. Mettons qu'il soit certain que je rembourse. Aucun risque de perte à l'horizon. Ok, ouais. Mais tu as besoin d'argent immédiatement et pas à la fin de l'année. Donc tu cherches à vendre cette créance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la norme des créances qui remboursent à la fin de l'année, c'est qu'elles remboursent 100 plus 5, alors que la tienne ne rembourse que 100 plus 1. Donc pour qu'un acheteur s'intéresse à ta créance, il faut lui assurer un profit de 5, si bien qu'il faut que tu lui vendes à 96. Sauf que si tu vends à 96, eh ben, tu fais une perte de 4. Ok, donc la perte n'existe que si je vends tout de suite, mais elle n'existera pas si j'ai pas besoin de vendre et que je peux attendre de me faire rembourser à la fin de l'année. C'est l'idée, oui. Plus précisément, la perte liée au différentiel entre valeur de remboursement et valeur de marché existe bel et bien dans le bilan, mais pas dans le compte de résultat. En gros, la perte est latente du point de vue des bénéfices de l'entreprise. On est dans la logique, tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. En revanche, la perte existe bel et bien dans le bilan. Je vais y revenir un peu plus loin. Ce que ça veut dire, c'est quand tu déclares tes résultats, on ne voit pas de perte. Tout est au vert. En revanche, s'il s'agit d'utiliser les bénéfices pour soit investir, soit verser des dividendes, là, il faut d'abord retirer la perte latente avant de prendre une décision. C'est un bordel. Voilà. Donc, revenons-en à SVB. 110 milliards venus d'ailleurs arrivent sur les comptes des clients de SVB entre 2020 et 2021. La banque reçoit 110 milliards en monnaie centrale en contrepartie pour l'acceptation de la responsabilité de ces dépôts. SVB en laisse 11 milliards en monnaie centrale, en place 13 milliards en bons au trésor valorisés au prix de marché, AFS, et place le reste, 85 milliards, dans un portefeuille valorisé à la valeur de remboursement, HTM. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 et 2023? Première chose, la Fed a remonté ses taux d'intérêt, #inflation. Le portefeuille AFS a subi des pertes importantes, autour de 10% de valeur en moins. Ces pertes ne doivent apparaître dans les résultats de l'entreprise que si elle est effectivement obligée de vendre, ce qu'elle ne fait pas. Pourtant, la période de faste de la tech touche à sa fin. Nombreuses sont les entreprises de ce secteur qui licencient en 2022. Les besoins de trésorerie sont importants. Les entreprises clientes de SVB ne reçoivent plus des milliards, elles se mettent à les dépenser. On le voit sur ce graphique. Les dépôts se mettent à quitter la banque. Moins 12 milliards au deuxième trimestre, encore moins 12 milliards au troisième et moins 6 milliards au quatrième. 30 milliards qui s'en vont en 2022. Donc, 30 milliards à trouver en monnaie centrale, tu tapes dans les 20 milliards à la Fed, il reste plus rien. Ensuite, tu vends 11 milliards du portefeuille AFS. Comme tu vends, tu es obligé de prendre la perte entre valeur de remboursement et valeur de marché. Tu as dit que c'était autour de 10%. 10% de 11 milliards, ça donne une perte de 1 milliard. Ah ouais, quand même, ça fait mal. Alors, SVB va finir par faire ce que tu décris là, mais pas tout de suite. Pour l'année 2022, elle va utiliser son portefeuille HTM pour trouver les 30 milliards. De quoi? Mais je croyais qu'on n'y touchait pas au portefeuille HTM. Je croyais qu'on le gardait jusqu'au remboursement. Alors oui, mais on peut donner en garantie des titres du portefeuille HTM à la Fed en échange d'un prêt. Exemple, la créance va rembourser 101 dans un an, elle vaut 96 sur le marché en ce moment. La Fed te propose de garder cette créance en garantie en échange d'un prêt de, disons, 94. Pourquoi un prêt de 94 si ça vaut 96 sur le marché là? Parce que la Fed prend une marge au cas où. Je suis désolé d'utiliser à nouveau, mais... C'est un bordel. Donc, on peut utiliser le portefeuille HTM pour obtenir de la thune, mais le montant qu'on obtient correspond même pas à la valeur de marché des titres. C'est la valeur de marché moins une décote. Voilà.
Puisqu'on en parle, les autorités US ont changé cette règle depuis la faillite de SVB. Désormais, les banques peuvent déposer leurs titres en garantie et obtenir un prêt qui correspond à la valeur de remboursement de leurs titres plutôt qu'à la valeur de marché moyenne des cotes. C'est un gros changement. Mais bref, fin 2022, SVB avait déposé en garantie 55 milliards de son portefeuille HTM, ce qui représente quand même 56% de ce dernier. Mais alors, il reste encore vachement de marge de manœuvre là, non, entre le cash à la Fed, les titres AFS, et puis les 43 milliards qui restent dans le portefeuille HTM là, à déposer en garantie. Il y a largement de quoi faire, non? Pourquoi la faillite? Ben justement, il ne reste plus que 43 milliards. La banque ne peut pas continuer à utiliser son portefeuille HTM comme ça. Au premier trimestre 2023, SVB fait face à encore de nouveaux retraits. Toujours simplement les entreprises clientes qui dépensent leur monnaie plutôt que ne lèvent des fonds. Il n'y a pas encore de bank run. Mais après 4 trimestres consécutifs de dépôts qui s'en vont, la banque décide de frapper un grand coup. Elle souhaite repositionner son bilan. Elle choisit de vendre l'intégralité de son portefeuille AFS, 21 milliards à ce moment-là. Le but, c'est d'utiliser ces milliards pour acheter des titres financiers avec un meilleur rendement. Au lieu d'avoir des titres AFS qui rapportent 1 ou 2% par an et qui perdent de la valeur à chaque fois que les taux montent, SVB voudrait avoir un portefeuille AFS plus rentable, 21 milliards qui rapportent plutôt 5 à 6% par an. Ouais, ok, c'est pas con, effectivement. Sauf que pour faire ça, il faut vendre les titres AFS et donc prendre la perte latente. Fini les pertes qui ne se voient que dans le bilan. Il faut déclarer une perte qui va se voir dans les résultats de l'entreprise. Et il ne s'agit pas d'une petite perte, c'est 8,7% des 21 milliards du portefeuille AFS, donc 1,8 milliard de dollars. Pour te donner une idée, les bénéfices de la banque avant impôt en 2022, c'était 2,1 milliards. Ok, mais la perte n'était pas visible dans les résultats de la boîte, d'accord, mais d'un point de vue opérationnel, elle était déjà là, puisqu'il fallait la soustraire des bénéfices avant de décider si on faisait de l'investissement ou des dividendes. Donc c'est pas un truc nouveau, tout le monde est au courant, non? Oui, enfin, tous ceux qui suivent les finances de SVB, ceux qui comprennent bien toutes ces histoires de bilan, de compte de résultats, de AFS HTM, mais pour le client moyen, une perte de 1,8 milliard qui apparaît d'un coup dans les résultats de sa banque, ça fait quelque chose. Ah mais oui, les PDG des startups comprennent rien à ce qui se passe en fait. Eh ben non. Et en même temps, on ne peut pas demander aux clients de la banque, qui ne sont pas des financiers, de forcément comprendre toutes ces histoires comptables. Donc les 1,8 milliard en moins, alors qu'ils étaient essentiellement déjà là, ont fait flipper les clients de la banque. C'est un des éléments, oui, mais c'est pas le seul. C'est le moment de refaire un point sur le fonctionnement d'un bilan. Colonne de gauche, on additionne la valeur de toutes les possessions d'une entreprise. Dans le cas de SVB, fin 2022, il y a 74 milliards de créances, les crédits accordés aux startups et aux particuliers clients de la banque, 13,8 milliards de cash, de la monnaie centrale sur un compte à la Fed, 28,5 milliards de titres AFS, auxquels on enlève une perte de 2,5 milliards, parce que la perte doit figurer dans le bilan, et qu'à cette époque, elle était encore plus grosse. On rajoute 91 milliards de titres HTM, et pour finir, on rajoute 6 milliards de bureaux, serveurs, licences et autres possessions de la banque, soit un total de 212 milliards fin 2022. Maintenant, colonne de gauche, ce que la banque doit à ses clients, créanciers et actionnaires. Côté client, il y a 173 milliards de dépôts, la somme des dollars sur les comptes courants et comptes épargne. 23 milliards de crédits à rembourser. Et pour finir, 16 milliards qui reviennent aux actionnaires, mélange de fonds qu'ils ont injectés dans la banque et de bénéfices accumulés mais non distribués. Tu te rappelles du jeu de la compta, la colonne de droite doit toujours être égale à la colonne de gauche. Et si jamais la colonne de gauche perd de sa valeur, par exemple parce qu'elle est composée de produits financiers dont les prix fluctuent en bourse, la banque ne reste à flot que tant que la perte est amortie par le capital. La partie qui revient aux actionnaires. Pourquoi? Parce que quand la valeur des possessions d'une entreprise diminue comptablement, on ne peut pas faire diminuer la valeur de ce que l'entreprise doit à ses créanciers, à ses clients. L'entreprise n'a le droit de fonctionner que si créanciers et clients sont bien protégés. Donc, parce que le jeu de la compta, c'est de bien garder les deux colonnes de la même taille et qu'on ne touche pas aux clients ou aux créanciers, on peut diminuer la valeur du capital, ce que l'entreprise doit à ses actionnaires, mais attention, si jamais on mange tout le capital, c'est game over. Ouais, je me rappelle de ça. Une explication plus précise dans cette vidéo. Question. Dans cette représentation du bilan de SVB à la fin 2022, le portefeuille AFS de la banque tient compte de la perte de valeur des titres qu'il contient. La valeur déclarée, c'est 26 milliards, valeur de marché, alors que la valeur de remboursement, c'est 28,5 milliards. Mais quid du portefeuille HTM? Les 91 milliards déclarés dans le bilan, là, c'est la valeur de remboursement
ou la valeur de marché? C'est la valeur de remboursement. Oui, c'est ça, ce qu'il y a dans HTM, c'est on garde jusqu'au remboursement, donc c'est la valeur de remboursement. Ok, mais si les clients de la banque s'en vont, veulent dépenser leurs sous, la banque va piocher dans son cash d'abord, ok, puis dans son portefeuille AFS, ok, mais après, il faudra aller piocher dans HTM, non? Oui, j'imagine. On l'a dit, la banque peut mettre en garantie les titres de HTM pour obtenir un prêt auprès de la Fed. Ok, mais si elle fait ça, c'est pas la valeur de remboursement dont il faut tenir compte. C'est la valeur de marché qui servira de base au prêt en question. La valeur de marché moins une décote d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai ça. Et s'il fallait vendre, il faudrait tenir compte de la valeur de marché. Du coup, nouvelle question. À quoi ressemble le bilan de SVB si on valorise HTM à sa valeur de marché plutôt qu'à sa valeur de remboursement? Vas-y, balance. À ça. Oula. Ah, il reste plus beaucoup de capital. C'est une représentation théorique. SVB n'aurait besoin de valoriser ses titres HTM à la valeur de marché que si tous ses clients décidaient tous ensemble de quitter le navire, que si tout le monde demandait un transfert de ses dollars vers d'autres banques. Et même alors, ce que nous montre cet exercice, c'est que SVB resterait à flot. Il resterait pas beaucoup de capital, mais il en resterait. Cela dit, pour renforcer son bilan, SVB lance le 8 mars 2023 une augmentation de capital de 2,25 milliards. La banque demande aux actionnaires d'injecter 2,25 milliards dans la banque pour que cette situation théorique-là soit un peu plus sympathique, qu'il y ait un peu plus de marge au cas où. Allez, c'est bon, j'ai compris. Perte de 1,8 milliard qui était là depuis le début mais que les clients n'avaient pas vraiment vu, plus augmentation de capital, les clients se disent que la banque est en train de couler, ils décident de retirer leur thune en masse. Il y a sûrement une histoire de timing en plus. Silvergate annonce sa liquidation le 7 mars. L'annonce de SVB, augmentation de capital plus perte de 1,8 milliard, arrive le lendemain. Ouh, oui, mauvais timing ça. Les startups clientes de SVB prennent peur. Elles s'imaginent soudain que leur banque est insolvable. Elles se mettent alors à retirer leurs dépôts en masse. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Si jusqu'ici les retraits vécus par SVB correspondaient à ces entreprises clientes qui vivaient leur vie, face à une période difficile, elles dépensaient plus que ce qu'elles gagnaient. On parle maintenant d'un tout autre problème. Les dirigeants des startups sortent leur smartphone, se connectent à leur appli bancaire et font des demandes de virements massifs vers d'autres banques. Tous ces dirigeants se connaissent, ils se passent le mot. Les financiers qui ont investi dans ces startups agissent aussi comme des catalyseurs. Ils appellent leur PDG pour leur dire de quitter le navire. Les réseaux sociaux semblent aussi avoir joué un rôle important. Le 9 mars 2023, SVB n'a même pas le temps de lever du capital, elle fait face à des demandes de virement qui totalisent 42 milliards de dollars, un montant plus de 2 fois plus important en un jour que ce qu'elle a jamais connu en 3 mois. La banque réussit à mettre la main sur 41 milliards en monnaie centrale, mais c'est insuffisant. Le milliard manquant la place en situation d'illiquidité. C'est interdit par la loi. La FDIC, une institution gouvernementale, prend le contrôle de la banque. SVB cesse d'être une entreprise privée, son cours de bourse est suspendu. Concrètement, la banque continue de fonctionner, les gens et les entreprises ont accès à leurs comptes, peuvent utiliser leurs cartes de paiement, etc. Simplement, la banque est désormais sous le contrôle de la FDIC. Ok. Et après, il se passe quoi? La FDIC garde le contrôle de la banque ad vitam comme ça? Non, elle va la liquider, la vendre, soit la vendre en une seule pièce, soit vendre ses actifs petit à petit. Reprenons le bilan de SVB tel qu'il existe, probablement actuellement. Attention, on n'a pas encore de données précises, c'est un bilan recomposé en fonction des éléments que j'ai pu trouver ici et là. A priori, en tenant compte de la valeur de marché des actifs du portefeuille HTM, le bilan de la banque ressemble à ça. Il y a aussi les 74 milliards de crédits accordés à des PDG de start-up pour leur maison de ouf ou leur vignoble. Pas trop de risques de ce côté-là. Il y a aussi là-dedans des crédits accordés à des start-up. D'après ce que j'ai pu lire, toutes ces créances semblent saines, dans le sens où le risque de non-remboursement est faible et les intérêts associés sont plutôt bons. Autrement dit, si la FDIC devait liquider la banque dès aujourd'hui, elle devrait pouvoir récupérer suffisamment de monnaie centrale pour créditer les comptes, dans d'autres banques, de tous les clients de SVB, de tous ses créanciers. Et elle pourrait même aussi rendre un peu de sous aux actionnaires. Si jamais les prix de marché des actifs du portefeuille HTM devaient aller dans le mauvais sens, alors ce sont les 410 millions des actionnaires puis les 30 milliards des créanciers qui seraient sacrifiés en premier.
Si cet amortisseur n'était pas suffisant, si les prix de marché allaient encore plus dans le mauvais sens, alors étant donné que les 126 milliards de dépôts sont garantis, c'est la FDIC qui devrait commencer à payer de sa poche. Mais en ce moment, les prix vont plutôt dans le bon sens. Les actifs détenus dans le portefeuille HTM sont en train de remonter. Sérieux? Oui, les marchés ont peur. Peur égale on achète des trucs de qualité. Qualité égale les crédits accordés au gouvernement américain. Or, les actifs du portefeuille HTM en sont remplis. Ce sont de vieilles créances avec des taux trop bas, mais c'est de la qualité quand même, donc les prix sont en train de remonter. Allez, pour le plaisir. C'est un bordel. Ok, mais donc, si jamais les prix repartent dans l'autre sens, il y a un risque que la FDIC, là, qui dépend du gouvernement américain, donc que les citoyens américains paient un peu de leur poche pour garantir les dépôts de start-up millionnaires. Même pas, parce que la FDIC, si jamais elle devait manquer de cash pour rembourser les dépôts, possède un fonds de 128 milliards qui est alimenté par une taxe prélevée sur les banques américaines. Un fonds alimenté par une taxe. Donc s'il fallait aller chercher dans ce fonds, ce serait pas de l'argent en moins pour les services publics, quoi. Disons que ce ne serait pas une dépense supplémentaire dans le budget fédéral. Mais de toute manière, il est extrêmement peu probable qu'on en arrive là. Pour que la FDIC commence à toucher à son fonds, il faudrait que les titres du portefeuille HTM se vendent pour 50% de leur valeur initiale. Ça demanderait des taux d'intérêt à des niveaux délirants. Genre, il faudrait que la Fed monte ses taux de 4,5% à 15% dès demain matin. Ça n'a aucune chance d'arriver. En plus de ça, je te rappelle que si les titres du portefeuille HTM sont conservés jusqu'à leur maturité, alors ils seront remboursés avec les intérêts. La perte n'existe que s'il faut vendre au prix actuel, mais rien n'empêche la FDIC de prendre un crédit à la Fed pour rembourser les déposants et d'attendre patiemment que les titres HTM soient remboursés pour ensuite rembourser la Fed. Ok. Donc tout est sous contrôle ? SVB n'était pas dans une si mauvaise posture que ça. Ça n'a pas empêché ses clients de paniquer et de la faire couler. Mais elle n'a pas coulé au sens de « il n'y a plus de sous », elle a coulé au sens de « elle n'a pas réussi à convertir suffisamment rapidement des titres financiers en monnaie centrale ». Il n'empêche que très peu de monde comprend réellement ce qui s'est passé. Quand la presse titre une banque en faillite, il y a moyen de déclencher une panique. Peu importe que celle-ci soit justifiée ou non, le système financier n'est juste pas conçu pour absorber une telle panique. Ah ouais. Et alors, SVB a pas merdé dans cette histoire, on peut même pas blâmer les dirigeants. Si, la critique qui revient, c'est la mauvaise gestion des portefeuilles AFS et HTM. Il y avait trop de titres dans HTM, pas assez dans AFS. Et aussi, lever des fonds en utilisant HTM pour masquer la perte AFS au compte de résultat, c'est pas joli. Autant être honnête et prendre sa perte petit à petit plutôt que d'avoir à déclarer 1,8 milliard de pertes d'un coup. Ils ont essayé de jouer la montre et ils se sont plantés. Autre critique, le risque de voir des bons au trésor perdre de la valeur quand les taux remontent, c'est quelque chose de super méga connu. C'est la base de la gestion obligataire. Et il existe des assurances, ce qu'on appelle les swaps, pour couvrir ce genre de risque. Risque que SVB n'avait apparemment pas couvert. Donc ils ont connu des pertes plus importantes que ce qui aurait été possible. Mais il n'empêche que la banque était tout à fait capable de survivre à cette perte de 1,8 milliard. On était loin de l'insolvabilité. À mon sens, le vrai problème de SVB, c'était la concentration de ses clients dans un seul secteur. Plus une banque est spécialisée, plus elle possède des clients similaires, plus il risque de tout faire dans le même sens et en même temps. Tous collecter des fonds ensemble en 2020 et 2021, tous avoir des dépenses importantes ensemble en 2022, tous paniquer ensemble parce qu'ils se connaissent et bossent dans le même milieu le 9 mars 2023. C'est la même chose qui est arrivée à Silvergate. C'était la banque des crypto-enthousiastes. Ils ont collecté des fonds tous ensemble en 2020 et 2021. La banque en a profité pour acheter des actifs très sécurisés, comme SVB, mais le monde des cryptos a eu des soucis avec la remontée des taux et le scandale de FTX. Donc, ils ont eu besoin de retirer leurs fonds tous ensemble, en même temps. Et Silvergate a eu le même problème que SVB. Ses actifs avaient perdu de la valeur à cause de la remontée des taux. Et c'est aussi un truc similaire qui est arrivé à Signature Bank. Suite à la faillite de SVB, l'autre banque qui avait beaucoup de dépôts au-dessus de la limite des 250 000 $, c'était Signature. Donc, il y a eu un bank run chez eux immédiatement après SVB. Et puis même histoire, valeur de marché versus valeur de remboursement, le décalage entre les deux mange le capital de la banque, plus grosse difficulté pour trouver des fonds rapidement quand les clients se barrent en masse, donc faillite. Ok, bon. Et la suite alors ? Est-ce que la faillite de SVB va déclencher une crise mondiale ?
C'est difficile à dire. Si on compare SVB et Lehman, qui a été le déclencheur de l'explosion financière qui a mené à la crise économique de 2009, les deux banques n'ont rien à voir. Lehman possédait des actifs financiers qui risquaient de ne pas être remboursés, SVB non. Lehman était une banque de Wall Street interconnectée à toutes les autres banques de la planète via des produits financiers complexes, SVB non. De plus, les autorités sont beaucoup plus attentives à la régulation financière aujourd'hui qu'en 2008. Non pas que la régulation soit parfaite, très loin de là. Mais la surveillance et la capacité de prendre des décisions impactantes et fortes est beaucoup plus importante aujourd'hui. Ok, donc il y a moins de risques que ça dégénère aujourd'hui qu'en 2008, quoi. Disons que la mémoire de 2008 est encore fraîche dans les esprits. On sait que ça peut dégénérer. Cela dit, les marchés financiers forment une bête dont la psychologie est difficile à anticiper. Les autorités américaines ont mis en place différents mécanismes pour protéger les autres banques du différentiel de valeur entre valeur de marché et valeur de remboursement, entre AFS et HTM, mais ces mécanismes semblent faire souffler des vents contraires sur les marchés américains. C'est lié à l'anticipation des taux d'intérêt de la Fed. Vont-ils continuer à grimper ou non ? Bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas me lancer là-dedans. On verra s'il y a besoin de refaire une vidéo. En Europe, on parle beaucoup de Crédit Suisse, qui pour le coup ressemble plus à Lehman Brothers que SVB. La banque était déjà mal en point depuis un moment, mais ce qui lui arrive en ce moment donne l'impression que les marchés s'en prennent bêtement à la proie la plus faible du troupeau. Ça ressemble à une prophétie autoréalisatrice en fait. Les marchés sont passés en mode on veut du sang. Alors du coup, ils s'attaquent aux joueurs les plus faibles. Au moment où j'écris ces lignes, UBS semble parti pour racheter Crédit Suisse. Le deal a été bouclé en vitesse pendant le week-end, justement pour éviter tout risque de faillite qui créerait une panique générale. Bon, et quels sont les risques pour moi ? Genre monsieur tout le monde avec un compte courant et un compte épargne ? Eh ben j'en sais rien, personne n'en sait rien. Si les marchés se décident à mettre à terre le système financier mondial, ils peuvent le faire. Si tu commences à vouloir faire le malin, à essayer de tenter des transferts ou des achats de je ne sais quoi, il y a toutes les chances que, en fait, tu participes au mouvement. Ouais, bah, c'est pas hyper rassurant. Mais il faut aussi garder à l'esprit que quoi qu'il arrive, les gouvernements feront tout pour que ce système ne s'effondre pas. Et il faut aussi bien comprendre que le système n'est pas particulièrement plus fragile aujourd'hui qu'il ne l'était déjà hier. Les limites sont bien connues. Le problème, c'est la financiarisation. Vouloir tout transformer en produits financiers dont on veut connaître la valeur à chaque instant. C'est ça le problème de fond. Parce que la valeur d'un produit financier, c'est rien de plus qu'une histoire qu'on se raconte collectivement. Est-ce que les uns veulent acheter? Est-ce que les autres veulent vendre? Tout ça se résume à, quand on est plutôt content et optimiste, les produits financiers valent cher, et quand on n'a pas le moral, si on met des produits financiers partout, qu'on associe toutes nos décisions économiques à la valeur de ces machins, et qu'on commence à avoir peur tous ensemble, eh ben le château de cartes peut s'effondrer tout d'un coup. Conclusion, pas de panique, mais panique un peu quand même, peut-être.